C'était une nuit d'hiver impitoyable, où le vent hurlant charriait des flocons de neige comme des lames acérées, qu'une veuve âgée du nom de Marie Lefebvre, vivant seule dans une modeste maison à la périphérie d'une petite ville québécoise, entendit des coups insistants à sa porte. À 78 ans, Marie n'attendait personne, surtout pas à cette heure tardive où le thermomètre plongeait bien en dessous de zéro. Pourtant, mue par une curiosité mêlée d'inquiétude, elle s'approcha de la fenêtre et distingua, à travers le givre, une vingtaine de silhouettes imposantes, enveloppées dans des vestes de cuir ornées d'insignes intimidants. Ces hommes étaient des motards, des Hells Angels, transis de froid après une panne collective sur la route enneigée. Marie, veuve depuis 10 ans, avait toujours cru en l'hospitalité humaine, un principe inculqué par son défunt mari, un ancien fermier connu pour sa générosité. Sans hésiter, elle ouvrit la porte, invitant ces inconnus à entrer, ignorant que ce geste simple déclencherait une chaîne d'événements qui transformerait sa vie et celle de toute une communauté. Marie Lefebvre habitait une maisonnette aux murs de bois usés par les ans, située au bord d'une route secondaire reliant Montréal à Québec. Cette nuit-là, le 15 janvier 2023, une tempête de neige inattendue avait paralysé la région, forçant de nombreux voyageurs à s'arrêter. Les 20 motards, membres d'un chapitre local des Hells Angels, revenaient d'un rassemblement à Ottawa quand leurs motos, mal adaptées au froid extrême, avaient rendu l'âme l'une après l'autre. Trempés, gelés jusqu'aux os, ils avaient poussé leurs engins jusqu'à la première lueur visible, la petite lampe allumée à la fenêtre de Marie. Elle les vit, ces géants tatoués, aux barbes hirsutes et aux regards durs, mais perçut aussi leur vulnérabilité face à l'hiver implacable. « Entrez, entrez vite, vous allez attraper la mort dehors », leur dit-elle d'une voix ferme mais chaleureuse, sans une once de peur. Les motards, surpris par cet accueil inattendu, hésitèrent un instant avant de franchir le seuil. Le chef du groupe, un homme robuste d'une 50aine d'années nommé Jacques Le Roc Tremblay, prit la parole en premier. « Madame, on ne veut pas vous déranger, mais on est coincé. Nos bécanes ont calé, et avec ce froid, on risque l'hypothermie. » Marie, sans poser de questions sur leurs affiliations évidentes, les patchs Hells Angels cousus sur leurs vestes ne laissaient aucun doute, les guida vers son salon modeste. Elle alluma le poêle à bois, prépara du café chaud et sortit des couvertures de son armoire. Les hommes s'installèrent comme ils purent, certains sur le canapé usé, d'autres par terre, leurs bottes boueuses soigneusement posées près de la porte pour ne pas salir le plancher. Au fil de la soirée, les conversations s'amorcèrent timidement. Marie, assise dans son fauteuil à bascule, raconta sa vie, son mariage avec Pierre, décédé d'un cancer après 40 ans de vie commune, ses 2 enfants maintenant adultes et vivant loin, à Toronto et Vancouver. Elle parla de sa solitude, mais aussi de sa résilience, de comment elle entretenait encore son petit jardin l'été et aidait les voisins quand elle le pouvait. Les motards, d'abord réservés, se livrèrent peu à peu. Jacques expliqua que leur groupe n'était pas seulement une bande de rebelles, ils organisaient des collectes pour les orphelins, protégeaient leur communauté contre les dealers de drogue illicites, et malgré leur réputation sulfureuse, ils avaient un code d'honneur strict. Un jeune membre, Mathieu, âgé de 28 ans, confia qu'il avait rejoint les Hells après une jeunesse difficile, orphelin lui-même, et que le club lui avait offert une famille. Marie écoutait attentivement, servant des biscuits faits maison et du thé pour réchauffer les corps engourdis. Elle ne jugeait pas, au contraire, elle voyait en eux des hommes comme les autres, marqués par la vie mais capables de bonté. L'un d'eux, un géant nommé Paul, raconta une anecdote sur une tempête similaire où ils avaient aidé des automobilistes coincés, remorquant des voitures avec leurs motos. Marie rit de bon cœur, partageant à son tour comment Pierre et elle avaient un jour secouru un camionneur égaré. L'atmosphère se détendit, les rires fusèrent, et pour la première fois depuis longtemps, la maison de Marie résonna de voix masculines, rappelant les soirées d'antan avec ses fils. Tard dans la nuit, alors que la tempête faisait rage dehors, Marie insista pour qu'ils dorment sur place. Elle prépara des lits improvisés avec des matelas gonflables et des sacs de couchage qu'elle gardait pour les visites rares. Les motards, reconnaissants, acceptèrent. Jacques promit qu'il partirait au lever du jour, une fois les motos réparées. Marie balaya l'idée d'un geste de la main, rester autant que besoin. L'humanité, c'est ça, s'entraider quand le monde est contre nous. Avant de se retirer dans sa chambre, elle leur souhaita bonne nuit, laissant ses 20 hommes, habitués à la rudesse des routes, méditer sur cette générosité inattendue. Le lendemain matin, le soleil perça timidement à travers les nuages, illuminant un paysage immaculé. Marie se leva tôt, comme à son habitude, pour préparer le petit déjeuner. Elle mit la cafetière en route, sortit des œufs,
du bacon et du pain frais. Les motards, encore endormis pour la plupart, commencèrent à émerger, attirés par l'odeur alléchante. Jacques fut le premier debout. Il remercia Marie profusément, expliquant que pendant la nuit, il avait contacté d'autres membres du club via son téléphone portable. « On va réparer nos bécanes et filets, madame. Mais on n'oubliera jamais ce que vous avez fait. » Marie sourit simplement. C'était rien. « Allez, mangez avant de partir. » Mais alors que les motards s'affairaient dehors à redémarrer leur moteur, un grondement distant se fit entendre. Marie, curieuse, sortit sur le porche enveloppée dans son châle. Ce qu'elle vit la laissa bouche bée. Une file interminable de motos approchait, des centaines, peut-être des milliers, arborant les mêmes insignes des Hells Angels. Jacques, voyant son expression, expliqua calmement « J'ai passé le mot au chapitre principal. Votre geste a touché tout le monde. Ils viennent vous remercier personnellement. » En effet, la nouvelle s'était propagée comme une traînée de poudre au sein du réseau des Hells Angels. Des chapitres de tout le Canada, et même des États-Unis voisins, avaient répondu à l'appel. Près de 1000 motards se rassemblèrent devant la maison de Marie, formant une aire d'honneur impressionnante. Le leader national, un homme imposant nommé Robert le Lion Gagnon, descendit de sa moto et s'approcha de Marie. « Madame Lefebvre, votre hospitalité envers nos frères nous a profondément émus. Dans un monde où on nous voit souvent comme des parias, vous avez vu des humains. Nous venons vous offrir notre gratitude et notre protection. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-nous. » Marie, les larmes aux yeux, balbutia un merci, submergée par l'émotion. Les motards applaudirent, certains criant des hurrahs, d'autres klaxonnant leurs motos en signe de respect. Ce rassemblement inattendu attira rapidement l'attention des médias locaux. Des journalistes arrivèrent, caméra à l'épaule, pour couvrir l'événement. Marie, interviewée sur place, raconta simplement son histoire. « Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait dû faire. Ces hommes étaient en danger, je les ai aidés. » Les Hells Angels, de leur côté, insistèrent sur le fait que ce geste prouvait que les préjugés étaient souvent infondés. Robert Gagnon déclara à la presse, « Marie nous a rappelé l'essence de la fraternité. Nous ne sommes pas des monstres, nous sommes des hommes qui veillent les uns sur les autres. » Dans les jours qui suivirent, la vie de Marie changea du tout au tout. Des dons affluèrent, les motards organisèrent une collecte pour rénover sa maison, installant un nouveau système de chauffage, réparant le toit qui fuyait. Ses enfants, alertés par les nouvelles, rentrèrent précipitamment pour la soutenir. La communauté locale, d'abord choquée par la présence massive de motards, finit par apprécier l'impact positif. Des voisins qui ignoraient Marie auparavant vinrent lui rendre visite, apportant des plats cuisinés ou offrant de l'aide pour les tâches quotidiennes. Jacques Tremblay devint un visiteur régulier. Il aidait Marie au jardin, réparait des bricoles, et il passait des après-midi à discuter de la vie. « Vous m'avez sauvé cette nuit-là, pas seulement du froid, mais d'une certaine amertume, » confia-t-il un jour. Marie, en retour, trouva en lui une sorte de fils adoptif. Les Hells Angels, fidèles à leurs paroles, veillèrent sur elle. Quand un entrepreneur malhonnête tenta de l'arnaquer pour des travaux, un simple appel suffit à régler l'affaire pacifiquement. L'histoire de Marie se répandit au-delà des frontières. Des articles parurent dans des journaux nationaux, des reportages télévisés la mirent en vedette. Elle reçut des lettres de soutien de partout, y compris d'autres veuves qui s'inspiraient de son courage. Une fondation fut même créée en son nom, visant à promouvoir l'entraide intercommunautaire, financée en partie par des dons des motards. Des mois plus tard, lors d'un anniversaire commémoratif organisé par les Hells Angels, Marie fut invitée d'honneur. Devant une assemblée de centaines de membres, elle prit la parole. « Cette nuit-là, j'ai ouvert ma porte à des inconnus. Aujourd'hui, j'ai une famille élargie. La vie nous réserve des surprises quand on choisit la bonté. » Les applaudissements retentirent, scellant un lien improbable mais indéfectible. Marie continua à sa vie tranquille, mais enrichie. Elle écrivait des lettres à ses nouveaux amis, recevait des visites sporadiques, et chaque hiver, se rappelait cette nuit où 20 motards transis avaient changé son destin. Les Hells Angels, de leur côté, intégraient son histoire dans leurs récits internes, un rappel que la vulnérabilité peut unir les plus improbables des alliés. Avec le temps, Marie devint une figure emblématique. Des livres furent écrits sur elle, des conférences l'invitèrent à partager son expérience. Elle refusa toujours la gloire, insistant « Je suis juste une veuve qui a fait ce qui était juste. » Pourtant, son geste inspira des milliers, prouvant que l'humanité transcende les apparences. Jacques, devenu proche, l'accompagnait souvent.
Il racontait comment cette nuit avait renforcé son engagement au club, le poussant à organiser plus d'actions caritatives. Marie nous a montré le vrai sens de la force, pas les muscles, mais le cœur. Un an après, lors d'une nouvelle tempête, Marie reçut un appel d'un motard égaré. Sans hésiter, elle ouvrit à nouveau sa porte, perpétuant le cycle de générosité. Les 1000 Angels n'étaient pas revenus en masse, mais leur esprit veillait, un témoignage vivant de l'impact d'un simple acte de kindness. Marie Lefebvre vécut ainsi jusqu'à ses 85 ans, entourée d'une communauté qu'elle n'aurait jamais imaginée. Son histoire reste un beacon pour tous, rappelant que dans le froid de l'hiver ou de la vie, une porte ouverte peut changer le monde. Note, pour atteindre environ 5000 mots, j'étends le récit avec des détails supplémentaires sur les personnages, les conversations et les conséquences, tout en maintenant le ton narratif en troisième personne. Marie avait toujours été une femme discrète. Née en 1945 dans un village rural du Québec, elle avait grandi dans une famille de fermiers modestes. Son père, un homme dur mais juste, lui avait enseigné l'importance de l'hospitalité. Peu importe qui frappe à la porte, offre un bol de soupe, disait-il. Marie avait épousé Pierre à 20 ans.